C'est bonjour tout le monde et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Anna pour la facilitation de cet atelier cet après-midi. Ça va être un temps réduit, donc du coup à 16h10 on revient en plénière. Vous êtes dans l'atelier Inventer une gouvernance qui nous ressemble. Exemple chez Solucratie. C'est quoi Solucratie? Vous le saurez tout à l'heure avec Yannick. Là je vais partager mon écran. On va utiliser un klaxon et attention, difficulté technique, non, Miro, ce sera la présentation de Yannick, mais il y a un klaxon dédié pour cette session où il y aura un temps de réflexion collaborative aussi. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Donc, c'est un klaxon encore différent de la plénière. Là, c'est vraiment pour l'atelier 10, pour notre session là maintenant. Et je vais vous partager mon écran pour qu'on déroule l'atelier. Donc, je vous fais la... Hop. Alors, pour vous décrire le déroulé de cet après-midi, j'espère que tout le monde a bien pu profiter de la pause de midi. L'intention de l'atelier et vos attentes, pour être sûr qu'on réponde bien à vos attentes de cet après-midi. Ensuite, ce sera la présentation du contexte de Solucratie. Un petit temps individuel pour avoir les représentations de chacun par rapport au cheminement, pour déterminer un modèle de gouvernance qui nous ressemble et vos différentes expériences. Et ensuite, un temps collectif sur les différentes problématiques qu'on aura abordées. Et pour finir, le témoignage de Yannick avec le modèle de gouvernance de Solucratie, qui est en expérimentation depuis 2019, et il nous en gros, on parcourra les différentes interrogations auxquelles l'équipe de Solucratie s'est confrontée, et des questions-réponses. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Hop. Donc, pour commencer, il y avait un petit icebreaker. Donc, est-ce que tout le monde a pu se connecter sur Klaxoon? Vous pouvez lever la main ou le mettre dans le chat si jamais vous avez des difficultés à vous connecter. Mais en gros, ici, vous avez une colonne. Pour moi, l'atelier sera réussi si. Et là, c'est pour mettre vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier, de ce temps ici, maintenant? Alors voilà, vous pouvez continuer, hein, mais je commence à balayer un petit peu ce qui s'est dit. Donc, des attentes par rapport à mieux comprendre les systèmes de gouvernance partagée, repartir avec le sourire, piocher quelques idées. Ça veut dire peut-être réfléchir à des personnes qui sont en phase de réflexion par rapport à la définition de leur modèle de gouvernance, échanger sur les pratiques, les écueils, les réussites, repartir avec de nouvelles pistes de réflexion, des outils sur la gouvernance partagée, ok. Se nourrir des partages, retours d'expérience, des pistes claires, des éléments d'inspiration. Donc, pas mal de gens qui cherchent des outils ou des pistes de réflexion. Un retour d'expérience sur Solucratie, ok. Après, quelque chose que je peux mettre en pratique. Ok. Retour d'expérience de différents types de gouvernance. Quelle clé de réussite et si les intuitions sur la gouvernance partagée sont partagées. Ok. Ok. Alors, il y a des nouvelles choses qui sont apparues. D'accord. Ok. Donc, vraiment des personnes on dirait qu'il y a une grosse majorité de personnes qui cherchent des pistes de réflexion, des outils, un partage d'expérience par rapport aux différents modèles de gouvernance. Très bien. Merci pour ça. Alors, ouais. Donc, merci pour ça. Eh bien, écoutez, on va faire en sorte de répondre au mieux à vos attentes pour cet après-midi. Et je vais laisser la parole à Yannick, du coup, pour faire une présentation du contexte de Solucratie et des différentes problématiques qui sont présentées. Et Anna, j'ai 5 minutes, c'est ça? Oui. Ok. Je mets juste un petit timer, comme ça, je me tais quand j'ai fini. J'ai plus de temps. Et donc, enchanté, je m'appelle Yannick Léniel et moi, je fais partie de l'association Solucratie. Je vais vous présenter un petit peu, alors à la fois comment on s'organisait un petit peu avant et comment on s'organise maintenant. Il y a des chances que je parle très vite et que je vous jette plein de choses, mais vous inquiétez pas, après je vous filerai le lien du Miro pour que vous puissiez vous promener dedans et puis regarder un petit peu, lire tout ce qu'il y a à lire et tout et tout.
mais je vais déjà partager mon écran. Alors, normalement, maintenant, vous voyez mon écran. Donc, on s'organise, pour s'organiser, pour avoir une visibilité sur notre gouvernance, on utilise un tableau Miro, comme le Klaxoon qu'on utilise pour l'atelier. Et la chose la plus importante, la chose pour laquelle on se rejoint tous, c'est notre vision. Donc, nous rêvons d'un monde où les citoyens sont confiants dans leur pouvoir d'agir et contribuent collectivement à l'amélioration de leur quotidien. On a une mission, on développe une méthode en open source pour impulser une dynamique de collaboration sur les territoires qui prend soin du tissu social et qui transforme les besoins des habitants en solutions. Et une raison d'être, on souhaite offrir à tous la possibilité de s'exprimer et de s'impliquer dans une société qui répond à leurs véritables besoins. Et on a des valeurs, grandir pour soi et pour les autres, être sincère et curieux dans nos relations, donner de l'importance à la mise en commun et créer des moments de qualité. Donc ça, c'est les valeurs qu'on essaie d'incarner dans nos activités. Alors, avant, on fonctionnait comme ça. Je vous présente le avant parce que c'est important pour bien comprendre tout ce qu'il y a derrière. Il y a toute une couche en fait de définition de notre activité et de ce qui est nécessaire. On utilise, en gros, dans l'association, c'est important de bien définir de quoi on a besoin pour qu'elle vive, de quoi on a besoin pour que tout le monde soit, sache où il est, sache ce qu'il peut faire, se sente légitime de faire, etc., et qu'on puisse avancer, qu'on puisse développer des projets et apporter une valeur ajoutée pour l'endroit dans lequel on vit. Et donc, on s'est organisé en plusieurs Yannick, cercles. excuse-moi, il y a quelqu'un qui demande d'agrandir l'écran. Ouais, alors je peux zoomer comme ça. Est-ce que ça va? Je vais zoomer après. Pour l'instant, c'est pas lisible, mais après, je vais zoomer sur les différents trucs et vous pourrez lire ce qui est écrit. C'est juste là pour l'instant, c'est la vision d'ensemble. On a donc 4 cercles. Il y a le cercle développement de projet. La raison d'être du cercle, c'est une base d'expérience structurée sous forme de commun, donc la méthode, convictions et outils, destinés à faciliter la mission de Solucratie, qui fait grandir, est nourrie et est préservée par les membres de Solucratie et sa communauté. On a un cercle qui s'appelle Nous, où la raison d'être, c'est des conditions créées pour favoriser l'épanouissement individuel et collectif des membres au service de la mission Solucratie, un rayonnement de ce nous vers l'extérieur et une coopération vivante avec les partenaires. On a un cercle gestion de l'asso, c'est moins rigolo, des fonctions vitales assurées pour une association dynamique et en pleine santé qui soutient durablement la communauté et la mission Solucratie dans le respect de la loi. Parce que oui, on arrive aussi à respecter la loi. Et préservation du commun, la raison d'être, c'est la méthode et les outils Solucratie sont déployés sur les territoires de la germination à la plantation, à la floraison, jusqu'à la récolte. Et en fait, je me rends compte que les deux titres ont été échangés. Donc préservation du commun et les deux raisons d'être ont été échangées sur les deux sites. Mais bref. Et donc, dans chacun de ces cercles, on a des rôles. Donc les rôles sont importants, c'est en fait qu'est-ce qui va se passer vraiment au niveau opérationnel. Et le plus important dans les rôles, c'est les redevabilités. Donc pour chaque rôle, on a au moins une personne qui l'énergise. Donc par exemple, le rôle plantation, la raison d'être, c'est un temps commun et des outils efficaces à disposition de la communauté Solucratie pour trouver des nouveaux projets et créer des propositions respectueuses des valeurs et de la raison d'être de Solucratie. Et il y a des redevabilités. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là, de la personne qui va énergiser le rôle. Donc animer les sessions de plantation, ça c'est juste des réunions opérationnelles, créer, mettre à jour les modèles de documents, faire la veille des appels à projets, tous ces trucs-là. Et puis il y a différents domaines, donc c'est les différents documents qui vont pouvoir être associés à ça, et les projets qui vont avec. Je ne vais pas vous lire tous les rôles, vous pouvez les lire après, mais je vais juste venir sur, par exemple, sur le nous. Alors, on va prendre le rôle vision. Donc, on a la raison d'être du rôle, c'est une raison d'être et une vision à 20 ans de Solucratie et son impact sur le monde clair et inspirante qui permettent à chaque membre de Solucratie de sentir une puissante énergie pour se mettre en mouvement. Et donc, il y a des redevabilités. Donc, c'est proposer au cœur un processus pour redéfinir la raison d'être, etc. Il me reste 16 secondes. Je vais exploser le temps. Enfin, bref. Donc, vous avez compris, il y a les rôles qui sont là. Il y a les différents projets qui sont dessous et on a un système de double lien. Donc, il y a la personne qui va représenter tous les gens qui sont dans ce cercle-là, qui va venir au milieu. Et il y a la personne qui va représenter le milieu et qui va aller vers ce cercle-là. C'est pour éviter justement ces dynamiques où les contraintes entre le collectif et le cercle se passent à l'intérieur d'une personne. C'est le principe de double lien. Et donc, on a l'espace cœur où, en fait, on va amener tous les enjeux stratégiques à discuter.
Donc, on a tout un tas de sujets. Par exemple, ici, voilà, nos limites pour fonctionner en collectif, le travail sur la deuxième version de la méthode, comment on utilise nos canaux Telegram, etc. Et à chaque réunion, en fait, on les amène au milieu, et plus on les met près du centre, et plus c'est important pour nous. Et on a un petit déroulé qui est ici. Et quand on a terminé un sujet, on le met en noir, on dit on le cendre, parce qu'on le met, voilà, c'est devenu en fait une cendre sous la flamme du feu, feu collectif. C'est la petite histoire qu'on se raconte autour de ça, donc on a des sujets pour nourrir le feu, etc. Hop. Et donc ça, c'était l'ancienne version. La nouvelle version, on l'a modifiée un peu, on a gardé le centre au milieu. Par contre, on a allégé, en fait, on a enlevé les redevabilités, on a allégé en cercle d'activité un pilier pour se prendre soin du collectif, un pilier, donc ça c'est documentation, donc c'est tout ce qui est commun, tous les outils communs, les expériences, et un cercle de soutien, donc là on est sur du cadre juridique, c'est tout ce qui est association, comptabilité, outils, etc. Et après l'activité même, donc c'est communication externe, plantation, ça c'est les projets qu'on déploie, et tout et tout. Voilà. Alors, je vais essayer de... Hop. Donc, enfin, voilà. Je vais vous partager le lien numéro après. Vous pourrez le poser. On a également un schéma pour la gestion des tensions, parce qu'on fonctionne par tension. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien avec quelque chose, en fait, il va venir l'exprimer en réunion et ça va être une opportunité pour nous d'ajuster notre organisation pour que cette tension disparaisse. Donc, chaque tension, c'est considéré comme quelque chose qui permet de faire grandir le collectif. On a un petit truc pour les actualités. Pour les différents rôles et les différents cercles, en fait, les gens vont amener les trucs qui sont importants, qu'ils ont envie de communiquer au groupe. Et puis, bon, il y a un truc pour les besoins également. Et on a les partenaires également, et le niveau d'engagement des partenaires. C'est tout bête, c'est juste une cible avec le nom des structures, et puis on les met là où on pense qu'ils sont vis-à-vis de notre engagement. Voilà, j'ai tout jeté très vite, et je vais vous donner le lien vers le Miro que vous pouvez visiter à votre guise. À toi, Anna. Merci Yannick. Alors du coup, il y a Céline qui nous dit « ça va trop vite, je suis complètement perdue », mais c'est normal Céline, en fait, c'est un modèle de gouvernance qui est très poussé, qui a été réfléchi, discuté, et ça justement, c'est l'objet de cet atelier, pour savoir comment l'équipe de Solucratie en est arrivée à ce point-là, mais c'est normal. Béatrice nous demande combien vous êtes à Solucratie, Yannick? On est 20 dans l'association et on est une douzaine à déployer des projets Solucratie à droite à gauche. Il y a des gens qui sont juste dans l'association pour le côté commun et puis participer aux réunions et soutenir l'asso. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification avant qu'on commence? Oui, moi j'en ai une aussi. Oui. Je voulais savoir, en fait, ce board, il est là donc pour organiser la communication entre les membres. Est-ce que, du coup, en fait, les personnes contribuent de façon asynchrone ou est-ce que vous avez un moment pour vous retrouver dans cet espace? Ou est-ce que les gens contribuent au fur et à mesure? Les deux. En fait, les gens contribuent de manière asynchrone et tous les mois maintenant, avant, on faisait toutes les 2 semaines, on se fait une réunion, on va traiter les sujets qui arrivent, etc. Ok. Alors, je me permets de continuer. Du coup, je vous repartage mon écran et je vous invite à rebasculer sur le klaxon. Là, ça va être un temps individuel très court. Je vous propose 3 minutes, mais vraiment juste pour qu'on ait une représentation là des différentes expériences du groupe. Donc ici, l'idée, c'est de remplir, vous, quel mode de gouvernance est-ce que vous avez expérimenté? Tiens, une petite faute d'orthographe. Et ensuite, quel serait pour moi ou mon organisation le mode de gouvernance idéal? Qu'est-ce que ça fait bouger chez moi? Quelles croyances limitantes, par exemple? Et quelles questions ça me pose par rapport à mon fonctionnement actuel? Voilà, on se laisse 3 minutes et puis ensuite, on fera une restitution en grand groupe. Et pareil, n'hésitez pas à mettre dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Au contraire, l'idée, c'est vraiment que tout le monde soit à l'aise et de partager un petit peu les différentes expériences. Ok, bah super, il y a pas mal de retours. Alors, pour qu'on ait une représentation un petit peu de vos référentiels. Donc, du coup, quel mode de gouvernance est-ce que vous avez expérimenté pour l'instant?
Mode de gouvernance très hiérarchisé, cloisonné, puis mode de gouvernance en holacratie. 2 entreprises différentes. OK. Gouvernance partagée dans un projet de préfiguration de tiers-lieux. OK. Sociocratie, gouvernance cellulaire, gouvernance partagée développée par UDN. UDN, pardon. Est-ce qu'on peut préciser? C'est l'Université Oui, du Loup. Université du Nou. Université du Nou. OK. Est-ce que vous pouvez mettre le lien de l'Université du Nou pour les personnes qui ne connaissent pas dans le chat? Alors, un fonctionnement d'une gouvernance avec des commissions, finances, budget, famille, jeunesse. Donc, plutôt. OK. Actionnariat plus sociocratique. Gouvernance partagée sur le plan opérationnel entre salariés et membres de CA, salariés avec voix, consultation en réunion. D'accord. Gouvernance collégiale dans le cadre d'un collectif d'habitants. Gouvernance associative avec flou sur les marges de manœuvre. Gouvernance partagée autour d'un projet pédagogique. De façon plus globale, essentiellement une gouvernance pyramidale. OK. Organique classique, direction, coordination de secteur, référent, les fonctionnements en gestion participative. Les libertaires, sociocratie, gouvernance partagée fabriquée sur mesure. Et intelligence collective sur des sujets mineurs lors de ces décisions stratégiques en incohérence totale avec mes aspirations. OK, donc vraiment des différences, expériences complètement différentes. Certains ont expérimenté vraiment des modèles de gouvernance spécifiques, sociocratie, gouvernance cellulaire. Ici, on a plutôt les modes de gouvernance traditionnels avec une gouvernance pyramidale. Et ensuite, d'accord, en incohérence avec mes aspirations, c'est intéressant. Ça va être l'une des problématiques justement aussi de cet atelier, comment trouver un modèle de gouvernance qui fasse cohérence avec le groupe. Ensuite, quel serait pour moi et mon organisation le mode de gouvernance idéal? Alors, c'est là où on est dans la part de rêve, le mode de gouvernance idéal. Une gouvernance où les différentes parties prenantes, salariés, bénévoles, partenaires, institutionnels, financeurs, ont une part cohérente dans les prises de décision. Aucune idée. Hop, pardon. J'ai besoin de les comparer, voire de les tester. OK, à la fois clair et flexible. Donc là, on est plutôt sur l'un des critères du mode de gouvernance, adapté à l'écosystème humain qui compose l'évolution, qui compose l'organisation, puis évolutive. OK. Une gouvernance qui laisse de la place à la poésie. C'est joli. Une gouvernance sur mesure pour chaque organisation. Donc là, je vais les regrouper, ça rejoint l'idée de flexibilité. Gouvernance sur mesure, ce qui est important pour moi, c'est la liberté individuelle couplée à l'efficacité. Donc là, on est sur le spectre liberté individuelle et gouvernance par rapport au collectif. Une gouvernance avec un groupe restreint me semble plus simple à gérer et à faire vivre. Donc, un paramètre qui apparaît en plus, la taille du groupe, une gouvernance qui tient compte de la taille du groupe, une gouvernance dynamique et qui s'adapte au fur et à mesure des besoins et de la maturité du collectif et de ses membres. Donc, encore la notion de flexibilité qui revient. Que chaque salarié ait la liberté de porter des initiatives. Donc là, on est sur la liberté d'initiative individuelle par rapport au collectif. Sociocratie ou holacratie sous réserve d'une bonne communication. OK, donc là, c'est une idée bien précise de gouvernance. Et ensuite, une gouvernance partagée sur des décisions stratégiques avec des personnes impliquées basées sur des expériences de structure avec ce type de gouvernance. OK. Merci. Qu'est-ce que ça fait bouger chez moi? Les croyances limitantes, des croyances, celles du modèle hiérarchique classique, car je n'en ai pas expérimenté d'autres, d'où une forme de méfiance non justifiée. Ah, c'est intéressant, d'accord. Donc, pour certains, ces modèles de gouvernance sont un peu l'inconnu. OK. Donc, forcément, c'est là que ça va être intéressant. Pas forcément de croyances limitantes. Nous travaillons actuellement sur une gouvernance adaptée, pas de dogmatisme, mais du pragmatisme. Une des croyances les plus difficiles à bouger est le rapport au pouvoir et la définition qu'on nous a inculquée.
Hop. Donc, la notion de pouvoir, c'est une fois que la gouvernance est définie que le plus dur commence pour la faire vivre. Donc, se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est la gouvernance. Cela m'ouvre à des cercles de travail et de réflexion nouveaux. Ok. On est ici à l'exploration. Board inspirant. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut préciser? Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est moi qui ai mis le commentaire, c'est que la représentation, le fait d'utiliser un board de cette manière-là pour justement faire vivre la gouvernance, je trouvais ça assez inspirant. Donc, la mise en commun des juste différentes ça. représentations individuelles, c'est ça? Oui. D'accord, merci. Votre nouvelle représentation ressemble beaucoup à des cartographies de processus que l'on retrouve dans l'industrie. Alors, pareil, est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? C'est aussi moi, Blandine, qui a mis ça. Oui? Non, c'était pas tellement une croyance limitante, c'est que moi, je suis accompagnante aujourd'hui de collectifs, mais j'étais aussi avant dans une vie professionnelle antérieure dans l'industrie, et donc c'est assez drôle de voir des choses qui se retrouvent, et comment est-ce que il y a des modèles qui existaient depuis très, 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 très longtemps, puis qui ont été un petit peu détournés, galvaudés, et comment certaines architectures reviennent, et donc en leur mettant du sens, ça peut fonctionner. D'accord, merci Blandine. Donc, ça fait bouger aussi la formation des équipes et la compréhension du fonctionnement, qui peut demander du temps au démarrage. Et là, on change de cadre culturel, donc effectivement, ça demande beaucoup de formation. Et parfois, je replonge dans on va plus vite tout seul. D'accord, et la difficulté d'arriver à avancer à la même vitesse à plusieurs avec des référentiels différents. Et le dernier, on se situe encore inconsciemment comme élément dominant ou décisionnaire autoritaire dans les choix qui impactent le vivant. Est-ce que la personne veut préciser là-dessus? Ou pas? C'est OK. Alors, je passe à la suivante. Quelle question ça me pose par rapport à mon fonctionnement actuel? Ouais, pardon, Oui. j'avais pas activé mon micro. D'accord. Ouais, non, en fait, en 2 mots, ce que je veux dire, c'est que il existe des dispositifs qui sont encore méconnus parce que dans des activités tournées vers la transition écologique, bon, tout le monde veut faire de la transition écologique, c'est magnifique, mais ça devient le grand Eldorado. Et en fait, on passe, pour moi, à côté de l'exercice, ça devient contre-productif dans le sens où on ne prend pas en compte les intérêts du vivant parce que les intérêts restent prioritaires au niveau économique. Bon, je comprends, les entreprises en particulier restent des business units, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc des initiatives qui sont prises pour, par exemple, représenter, vous prenez en Corse, un fleuve qui était impacté par un projet de décharge sauvage, sauf que le fleuve, il alimente aussi les nappes phréatiques, etc. Et donc, c'est juste pour dire que ça a été... il y a un consortium qui s'est constitué partie prenante pour représenter les intérêts de ce fleuve comme partie physique au niveau juridique. Et donc, ça devient un organe, enfin un membre de gouvernance dans les décisions qui sont prises d'aménagement du territoire. Alors, je sais que ça va chercher très loin, mais je pense que c'est important de se replacer, non pas au centre, mais part d'un écosystème où tout est relié. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon. D'accord, merci. Alors, du coup, pour finir, les questions que ça me pose par rapport à mon fonctionnement, pas de questionnement généré. OK, le plus gros problème, alors le gros problème, le temps passé sur les réunions. Quel temps pour s'impliquer aussi dans la gouvernance, sachant que c'est un temps à part, comment fonctionner avec les partenaires institutionnels et financeurs, donc l'articulation avec les autres types de partenaires, comment s'assurer de pérennisation, comment s'assurer de pérenniser l'incarnation des rôles de chacun, comment garder la motivation sur le long terme, faire évoluer les pratiques en fonction des besoins, tension entre être impliqué et lâcher prise, mobiliser dans la durée,
mobiliser les personnes, le temps, l'énergie, donc ça revient souvent, hein, le temps, l'énergie, la mobilisation des personnes, sentiment de solitude, donc c'est l'idée qu'on retrouvait tout à l'heure, l'individuel par rapport au collectif, que les co-directeurs, directrices soient à la hauteur, c'est-à-dire en termes de formation, j'imagine, hein, pour accompagner le collectif, comment impulser une gouvernance partagée et curiosité pour d'autres formes telles que la gouvernance organique, outils et organisation de la communication et des informations, statut bénévole rémunéré. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Par rapport à ces retours-là, pas mal d'interrogations. Je finis le partage d'écran et au niveau du temps, ça va être très très court. Sur les différentes problématiques et les temps collectifs, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de faire des sous-groupes, mais sur des temps, on va se donner 6-7 minutes juste pour échanger rapidement en petits groupes de 3 ou 4 sur 3 problématiques. Quelles questions se poser pour imaginer son modèle de gouvernance? Parce que pas mal de personnes entre vous étaient dans une démarche de définition de modèle de gouvernance. Quelle méthode employer pour trouver son modèle et quels indicateurs utiliser pour dire que le modèle fonctionne? Donc, si ça vous va, on se répartit en sous-salle pendant 6-7 minutes et d'échanger sur vos contextes particuliers et sur ces différentes problématiques et pareil, de mettre vos réflexions sous forme de post-it dans les différentes cases. Et Yannick circulera de salle en salle éventuellement pour répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que ça vous va? Voilà, alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant ces temps petits groupes? Les questions à se poser pour imaginer son modèle de gouvernance. Quels sont nos besoins individuels versus collectifs? Quel niveau de connaissance, expérience des différents modes de gouvernance? Définir les acteurs. Comment intègre-t-on les nouveaux? Évolution souhaitée du projet, vision, culture du groupe, compétences, envie, besoin, temps attribué à la constitution de la gouvernance. Alors, je mets la culture de départ. Comment, pourquoi, qui mobiliser? Donc, identifier les bons acteurs, définir les acteurs. Objectif du projet, où veut-on aller? L'importance de définir l'objectif du projet. Quel mode de décision, périmètre, champ d'action? Donc, comment? Ça répond à la définition la question du comment, quelle est la gouvernance en cours, pourquoi veut-on la faire évaluer? Donc là, vraiment l'état des choses en premier lieu. Quelles sont nos valeurs communes, convergentes, fondamentales? Alors, je vais le mettre ici. Envie, besoin, temps attribué. Qu'est-ce qui nous correspond en termes de fonctionnement selon notre maturité individuelle et celle de notre organisation? Quel lien avec les besoins générés par le métier et comment formaliser, rendre tangible notre modèle de gouvernance. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les valeurs collectives, communes, ici la dimension individuelle et collective, et ensuite le niveau de connaissance par rapport à des modèles existants peut-être adaptés, mais avant tout, faire un constat sur la gouvernance en cours. Ok, et ensuite définir les acteurs, comment intégrer les nouvelles personnes et définir ce qui nous correspond. Ok. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, on pourrait y revenir après. Quelle méthode employer pour trouver un bon modèle de gouvernance pour son organisation? Se donner du temps, se former, le temps de réflexion, s'inspirer pour mieux créer, lister les exemples existants pour s'en inspirer. Tester et faire évoluer autant que nécessaire. Donc, ici, c'est plutôt la théorie, essayer de se renseigner sur ce qui est existant et puis tester pour voir si ça marche pour nous. S'informer, revue de l'existant, des modèles existants, quelles sont les envies, les besoins que veut le groupe. Donc, une discussion par rapport au groupe pour essayer de définir différentes méthodes pour y arriver et une fois connaissance de l'existant, de ce qu'on sait, de ce qu'on souhaite tester. J'ai l'impression que c'est assez commun hein, dans ce groupe, la démarche de se renseigner sur ce qui est existant et puis ensuite tester pour voir si ça nous correspond. Quel indicateur utiliser pour dire que le modèle fonctionne?
Alors, que la gouvernance serve la raison d'être, que les salariés s'y retrouvent, clarté de l'organisation et des périmètres d'autonomie. Indicateurs économiques et ne surtout pas oublier les indicateurs humains, bien-être, engagement. Donc là, il y avait plusieurs idées. On retrouve le bien-être des salariés, contribuer à la raison d'être, clarté de l'organisation, les salariés s'y retrouvent. Donc encore le critère de clarté économique pour la pérennité économique. Ouais, on retrouve cette idée-là aussi. Faut-il forcément que de la donnée quantitative? Ben là, du coup, par rapport aux autres idées qui ont été énoncées, il y a le bien-être des salariés qui répond et qui n'est pas quantitatif. Ok. Prévoir une instance qui se réunit régulièrement pour sonder le bien-être des salariés. Comment on utilise les tensions? Donc, ça rejoint le bien-être des salariés encore plus, un outil de régulation. Sérénité pour s'exprimer, donc un climat, en fait, à garantir comme indicateur que le modèle fonctionne. Faire attention que les équilibres d'engagement conviennent à tout le monde. Ok, donc ça vient compléter l'idée du bien-être et faire en sorte que chacun s'y retrouve en fait dans les équilibres d'engagement. Capacité de chacun et chacune à s'exprimer en sérénité et transparence au sein du collectif. Et là-dessus, je les regroupe, ça fait partie du climat de confiance. Possibilité pour chacune d'évoluer dans son rôle en fonction de sa capacité d'engagement à un instant T. Respect des besoins des individus. Donc là, on revient à l'échelle individuelle pour s'y retrouver dans le collectif et humain, bien-être, engagement, pérennité, de l'engagement, consentement de chacun à l'équilibre de l'engagement de chacun. Très bien, mais écoutez, merci pour ces retours. On distingue, excusez-moi, on distingue vraiment plusieurs familles d'indicateurs là-dessus. Je vais te laisser, Yannick, rebondir sur ce qui s'est dit là. Et ensuite, si ça vous va, on commencera la session de questions-réponses avec Yannick par rapport à ce qui s'est dit ici. Yes. Alors, j'ai combien de temps? Écoute, il est 15h40. Je te laisse 7 minutes. 7 minutes, ok. Alors, je vais peut-être partager beaucoup. Je vais essayer d'être plus lent dans ce que je dis. Il y a donc par rapport aux questions que vous avez posées, à ce que vous avez amené, il y a des choses qui sont importantes. La chose qui est la plus importante, en fait, c'est de définir la vision collective, de définir pourquoi on est réunis en tant que groupe ici et qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble, en fait. C'est parce que en fait, c'est ça qui va remplacer le chef par rapport à la hiérarchie. Le chef, c'est un peu le conducteur du bus. Là, on dit on va tous au même endroit, mais on y va en vélo. Et si on ne connaît pas la destination et si elle n'est pas bien claire dans nos têtes, et ben potentiellement on va jamais se retrouver. Donc c'est important de définir une bonne vision, de définir quelque chose en disant bah voilà l'image de là où on va, voilà où on va ensemble, on va là-bas et on est d'accord là-dessus. Et ça donne en fait, ça permet de donner ce mouvement, cette tension positive vers ce qu'on essaie de produire ensemble. Ensuite, il y a la notion de définir quelle quantité d'énergie on veut mettre là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Par exemple, la Solucratie, nous, on n'a pas de salariés. Donc, tout ce qu'on fait, c'est bénévole. Par contre, on a mis comment dire, on est réunis autour d'un commun, donc la méthode, les outils, toutes les expériences qu'on fait. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller déployer des projets et qu'on va être payé pour déployer ces projets, on va utiliser ce commun-là. Donc, on a quand même un intérêt, en fait, à ce que ce commun existe et à ce que cette boîte à outils existe. Mais par contre, on a mis toute la charge mentale du fait d'avoir une structure juridique, le fait de devoir trouver des sous, gérer son chiffre d'affaires, gérer l'admin, etc. C'est les individus qui s'en occupent. Donc, ça donne un max de flexibilité. Il y en a qui sont auto-entrepreneurs, il y en a qui sont en CAE, enfin en coopérative, etc. D'autres qui ont monté leur boîte. Et en fait, les gens viennent et prennent et partagent ce qu'ils ont envie de partager. Donc, il faut qu'on mette beaucoup, beaucoup d'attention sur le fait qu'on ait plaisir à se retrouver, à faire des choses ensemble, à ce que quand on met de l'énergie, on a l'impression que ça serve à quelque chose et qu'on retire au moins autant que ce qu'on met. Et donc, pour ça, quand on définit les rôles, quand on définit tous ces trucs-là, il ne faut pas créer un truc énorme. C'est pour ça qu'on est passé du premier modèle au deuxième modèle. C'est parce que sur le premier, ça crée des trucs un peu lourds avec les redevabilités, avec tous ces trucs-là, où les gens, des fois, qui arrivaient
et qui prenaient un rôle disaient mais je ne sais pas si je vais réussir à tout faire. Donc ils se sentaient aussi moins légitimes. Ils se disaient je ne sais pas si je vais prendre ce rôle parce que c'est beaucoup. Et du coup il aurait fallu séparer en plusieurs personnes, etc. Donc maintenant on est plus parti sur des rôles avec une raison d'être en disant si tu énergises ce rôle, à la fin comme résultat il faudrait ça. Et les gens sont libres de faire exactement comme ils veulent et d'actionner ce qu'ils veulent en fonction de ce qu'ils voient au niveau du collectif, etc. Et pour ça, on a un processus d'inclusion qui est également assez, très important, essentiel même, parce que en fait, en collectif, quand on est en collectif, on va créer un décalage informationnel avec le monde extérieur. C'est-à-dire que plus on fonctionne ensemble et plus on va connaître des choses, on va savoir des choses ensemble, on va faire des expériences que les autres n'ont pas fait. Et donc, quand il y a un nouveau qui arrive, si on lui dit pas ce qui se passe et si on lui dit pas quelle culture on a créée et comment on fonctionne, il va être paumé, il va pas savoir quoi faire. Et du coup, il y a besoin d'avoir un processus d'inclusion pour que les personnes rattrapent leur retard avec le train. Et nous, on a une première rencontre d'1 heure avec les gens qui deviennent membres de l'association, et puis voir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et on partage en fait les résultats de cet entretien à tous les autres membres. Et si jamais les personnes veulent vraiment déployer des projets sur Lucracy, là, on a un temps de 4 heures pour les former, pour leur expliquer où sont les différents trucs qui vont leur permettre de pouvoir proposer des projets, comment se former sur les outils, où sont les vidéos qui vont aider, et tout et tout. Et ça leur permet de se sentir plus légitimes et mieux capables d'agir. Et ça, c'est un autre concept qui est très, très important. L'implicite est notre ennemi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui sont non dits, qui soient implicites, on se dit oui, mais tout le monde sait comment on fait, etc. Il faut que tout soit explicite un maximum, parce que tant qu'on ne l'a pas explicité, potentiellement, il y a une tension, il y a un conflit, il y a un truc derrière que tout le monde n'a pas bien compris, ou alors moi, je m'attends à ce que telle personne fasse tel truc, puis en fait, telle personne, elle croit qu'elle doit faire tel truc, et puis à la fin, on ne sait pas. Et ça crée des tensions. Et plus on explicite, plus on met les informations au milieu, plus on s'assure que tout le monde est au courant, et moins il y a ce potentiel de conflit qui va arriver. Et ça permet également aussi de rendre visible la tension entre les rôles, le contrat qu'on prend avec le collectif quand on rentre dans le collectif, et la liberté d'action qu'on a. C'est-à-dire que si on est flou sur la liberté d'action qu'on a, on va pas se sentir légitime, on va dire oui, mais je n'ose pas faire ça, je sais pas si c'est mon devoir ou s'il y a quelqu'un qui est en train de le faire ou quoi que ce soit. S'il y a des rôles qui sont précis, qui sont bien définis et tout, les gens vont dire c'est telle personne qui fait tel truc, je vais lui demander si elle a besoin d'un coup de main, ou je m'autorise à faire ça parce que de toute façon, oui. Est-ce que tu peux montrer ton modèle en même temps pour illustrer, comme ça va faire un support visuel en même temps? C'était une demande de Céline aussi. C'est vraiment, c'est vraiment la notion de ces cercles. Alors moi, nous, on essaie d'évoluer. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai peur du nouveau modèle parce que je me dis, on a enlevé les redevabilités. Comment vont faire les gens? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont savoir ce qu'ils doivent faire, etc. Et j'ai l'impression que ça crée trop de flou. Et moi, ça me fait flipper. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a plein qui prennent plus de responsabilités. Il y a des gens qui se lancent dans des trucs, qui disent je peux faire ça. Ils disent vas-y, c'est trop bien. Et du coup, ça permet les gens se sentent plus à l'aise parce que c'est tellement moins encadré en fait qu'il y a beaucoup plus de liberté. Et si tout va bien, on a trouvé le bon équilibre entre liberté et redevabilité, où les gens se sentent à l'aise pour faire des trucs. Ils peuvent, si d'un seul coup je me dis tiens, en fait moi j'aime bien aussi, j'ai envie de faire une newsletter cette fois-ci, mais je n'ai pas le rôle communication externe, je vais demander si je peux la faire quand même. Ou peut-être que je vais la faire. Et généralement on se parle, donc il faut quand même qu'on communique. Et ça permet les gens se sentent plus légitimes pour agir, vu qu'on a flouté un petit peu les cadres qui étaient autour des rôles. Mais je conseillerais pas de faire ça au début. C'est-à-dire que si vous commencez, que vous n'êtes pas en gouvernance partagée ou si vous commencez avec un groupe, déjà de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement pour que le groupe fonctionne et quelles sont les actions qu'on doit faire pour que ça fonctionne. En essayant de pas se projeter trop, c'est-à-dire qu'il y a c'est facile de dire il faut qu'on fasse ça, puis il faut qu'on fasse ça, puis il faut qu'on fasse ça, puis il faut qu'on fasse ça. Puis on a une liste qui fait 10 000 actions. Et à la fin, on est combien? On est 5, ok. Celui-là, il va faire un burn-out. et du coup, on ne sait pas. Si on essaie de trop se projeter, si on crée une structure qui est trop lourde par rapport à ce qu'on veut faire, on perd toute la joie de ce qu'on essayait de faire à la base. Et c'est ça qui est intéressant au niveau associatif, c'est que généralement, les gens ne sont pas payés, ils sont bénévoles. Et donc, ça nécessite de vraiment poser une attention forte à l'énergie que je mets, ce que je retire, la joie que j'y trouve, etc. Et après, ça, on peut le transposer dans une entreprise, parce que si en plus on a un salaire, c'est la fête.
Et donc, le truc, c'est de mettre cette attention-là, de se faire plaisir, de prendre soin du groupe, de prendre soin des gens, de s'assurer que chacun y trouve son compte. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et de dire, bah, ça serait quoi, toi, ta place? Où est-ce que tu as envie d'agir, etc. Et d'adapter, en fait, comme ça. Et une fois qu'on a ça, bah, on a un moteur collectif qui est fort. Il y a Béatrice Ouais, qui je crois que demande j'ai si vous gérez un budget. On gère un budget. En fait, on a, parce que on a, comment dire? Enfin, on a l'association, on a un compte à l'association, on a des dons qui tombent et on a également, à chaque fois qu'on fait des projets, on reverse à l'association et on utilise ce budget soit pour se payer des formations, soit pour faire des séminaires ensemble, pour justement bah, s'auto-former ou pour faire du partage d'expérience ou juste pour passer du bon temps tous ensemble. Et pour également ben, soutenir les outils. Donc, il y a toute la gestion du site Internet, il y a comment dire, enfin, on avait payé un graphiste pour faire le site Internet. Il y a plein de choses comme ça qu'on doit gérer. On est je crois qu'on est à 10 000 € de budget par an, pas beaucoup plus. Mais après, sur le collectif, le chiffre d'affaires, on est à 100 000 €. Donc, on a des projets autour. Donc, c'est un peu bâtard comme truc. On essaie l'association n'est pas là pour qu'on se fasse de l'argent, c'est un but non lucratif, c'est là pour préserver le commun. Mais autour, nous, on a des projets où on va déployer nos trucs avec nos structures et on va reverser un petit peu d'argent et de l'expérience à l'association. Ok. Un commentaire de Frédéric aussi qui dit que la prise d'initiative spontanée peut être un bon indicateur de fonctionnement d'un modèle de gouvernance. Oui, tout à fait. Ouais, c'est là où on se sent, ouais, quand on se sent légitime. Après, il y a un équilibre à trouver entre la prise d'initiative spontanée et le fait de ne pas dupliquer l'énergie. Donc, il faut que les canaux de communication, la communication, les informations soient vraiment disponibles. Et ça, on galère un peu, on tâtonne en fait là-dessus. On a des canaux Telegram pour discuter, pour vraiment les messages asynchrones, etc., les trucs un peu fluides comme ça. On a des listes de distribution pour les mails. Quand il y a vraiment quelque chose, on dit ça, il faut qu'on le partage à tout le monde. Donc, on essaie de centraliser en faisant des bouts de newsletter ou des trucs dans le style pour pas faire 25 000 mails. Et on a un wiki et un cloud où on a les documents, en fait, les modèles de documents, les différentes choses qu'on va partager et qu'on veut vraiment cristalliser. À partir du moment où l'information est cristallisée, on la met sur un document, on la met sur un wiki pour l'officialiser d'une certaine manière. Et de fonctionner avec des modèles de documents, c'est-à-dire de ne pas avoir l'information à 25 endroits, mais un document, et puis s'il faut le changer, ben on fait une nouvelle version, mais on a toujours la version à jour qui est quelque part. Est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes qui vous inspirent par rapport à Solucracy? Peut-être que Yannick, tu veux en parler un peu plus? C'est-à-dire des outils que vous avez utilisés en fait pour votre modèle de gouvernance? La gouvernance cellulaire, vraiment, parce que c'est en fait, c'est un mélange de sociocratie, d'holacratie, de trucs d'université du nous, etc. Alors, on ne trouve pas la gouvernance organique dedans, mais il y a quand même 2-3 éléments qui viennent de l'élément humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajuster le curseur entre le hiérarchique et l'horizontal. On n'est pas sur du tout hiérarchique, enfin tout vertical ou tout horizontal. On peut gérer le curseur et définir les différents niveaux d'autonomie qu'on veut et à quel niveau on les veut. Parce que peut-être que, je sais pas, le cercle comptabilité, eux, ils se convaincraient très bien en mode vertical. Peut-être que ça leur conviendrait parfaitement de fonctionner comme ça, ou que c'est juste adapté. Ou comme, par exemple, comme les pompiers, quand on avance, on travaille sur une urgence, on agit dans l'urgence, en fait, on a besoin d'avoir des rôles très très clairs et d'avoir un chef qui va lire le truc. Et dans la gouvernance cellulaire, il y a des grilles de lecture dans la constitution de la gouvernance cellulaire qui permettent de définir quelles sont les redevabilités du chef au niveau hiérarchique et qu'est-ce qu'on décide de redistribuer au collectif. C'est plutôt intéressant. Olivier demande comment aligner la vision collective au départ, en partant de modèle et chacun vote, ou est-ce que vous partez de zéro d'une page blanche?
Alors, il y a, alors, enfin, moi, il y a une méthode un peu barrée, mais que j'aime bien. C'est, en gros, on fait 5 minutes de respiration de cohérence cardiaque. Donc, c'est juste de respirer, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, ça détend tout le monde. Et après, en fait, chacun partage 5 à 7 mots-clés, un geste et une image. Donc, vraiment dans le descriptif, quoi. 5 à 7 mots-clés, un geste et une image. Et chacun partage ça. Et à la fin, en fait, on regarde ce que ça génère comme image collective. Et après, on fait une phrase seulement. Mais l'idée, c'est... Parce que le truc, c'est que si on part... alors, on pourrait partir chacun avec des phrases, on pourrait commencer par un truc, on met tout ce que ça nous inspire au milieu. Donc, tout ce que j'ai à dire sur la vision. Après, il y a quelqu'un qui fait une proposition de phrase. Après, on part en gestion par consentement et on regarde si ça passe ou pas. Mais le piège, c'est de s'attacher trop à une phrase avec un mot en disant « Ah, bah ça va bien, mais moi, ce mot-là, quand même, j'ai un peu de mal avec. » Et là, on peut y passer des heures. Et du coup, le fait de commencer, d'être vraiment juste dans le descriptif, etc., et dans la métaphore, bah, ça permet que quand on a posé un mot, les gens, ils ont 25 000 images derrière. Donc, il n'y a pas que le mot, il y a tout le monde qu'ils ont mis, le truc qu'ils ont mis derrière. Et ça dépend vachement plus sur le choix des termes qu'on utilise. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour continuer les échanges. Est-ce que vous voulez revenir en temps je vous propose de rallumer vos micros et puis on va essayer un temps de questions-réponses comme ça, si ça vous va. Et vous pouvez continuer à mettre vos questions sur le chat également. On s'efforcera d'y répondre au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça vous évoque jusqu'à présent, ce qu'on s'est échangé? Il y a Magali qui a levé la main. Oui, merci. Alors moi, j'allais poser une question, mais du coup, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque l'envie de créer, de faire sa propre cuisine, en fait, sa propre recette avec plein d'éléments dont on pourrait s'inspirer. Et ma question, c'était peut-être à Yannick ou à d'autres. Comment vous parvenez à nourrir, à cultiver cette joie d'être ensemble, cette légèreté, cette pétillance du collectif et du facteur humain, malgré une organisation très cadrée, très définie, des méthodes, etc. Voilà. C'est un peu l'équilibre entre liberté et redevabilité aussi qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, est-ce que toi, Yannick, tu as 2-3 astuces qui, toi, te permettent de garder cette légèreté-là? Enfin, dans les projets, quand on commence un projet, généralement, on a des équipes projets, on ne connaît pas toujours tout le monde quand on attaque. Il y a une question dans la charte qu'on crée, c'est comment est-ce qu'on se fait du bien? Et en fait, juste poser la question collective, bon, comment est-ce qu'on se fait du bien? De quoi on a besoin pour être confiant dans le groupe, pour que ça se passe bien, etc. Et il y a un truc qui est extrêmement important aussi, c'est d'arriver à accueillir les tensions. Des fois, il y a quelqu'un qui va avoir une tension, qui va être énervé, qui va pas être forcément super doué dans la manière de l'exprimer, qui a pas fait des années de CNV, etc. Mais c'est de quand même l'accueillir et de dire, OK, bon, bah, on comprend que tu as cette tension-là. Est-ce que tu veux qu'on la traite tout de suite? Est-ce que c'est le bon espace, etc. Mais de vraiment avoir un mécanisme qui permet, s'il y a une personne dans un collectif qui sent que le collectif protège pas un intérêt qui est extrêmement important pour elle, elle va se braquer sur elle-même et ça va générer tout un tas de micro-comportements qui vont tout pourrir. Et donc, chaque tension, c'est extrêmement précieux. Il faut les accueillir, il faut les reconnaître, il faut les traiter, même si, enfin voilà, il faut juste comprendre de quel est le besoin que la personne est en train d'exprimer derrière et comment on peut ajuster pour y répondre. Et des fois, c'est OK. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, juste, des fois, c'est OK aussi de dire, on comprend que tu as cette tension, mais c'est pas au collectif de la gérer. Il va falloir que tu la gères toi dans ton poids. C'est aussi, il faut pas qu'il y ait une personne qui prenne en otage, en fait, l'énergie du groupe en disant, vous devez régler, je sais pas, mon problème avec mon petit copain ou un truc dans le style, quoi. Enfin, voilà, c'est important de trouver l'équilibre avec ça. Il y avait une question d'Olivier, puis ensuite ce sera Fabienne. Alors Olivier, quel temps et comment aligner les valeurs pour identifier le modèle de gouvernance? Alors ça, j'en ai aucune idée. Ça dépend des collectifs. Moi, suivant le nombre de personnes, j'aurais envie de partir sur peut-être commencer avec un atelier de 2 heures et puis essayer de poser les choses et dire, OK, bon, si on se fait la vision, la raison d'être, etc., de voir si les gens sont OK de fonctionner comme ça aussi. Parce que, enfin, ça dépend des cultures, ça dépend de tout un tas de choses. Il y en a qui
oui, qui vont devoir faire un certain chemin personnel avant d'arriver à s'autonomiser sur des choses comme ça. C'est important de faire vivre une expérience de coopération positive au début, que les gens en fait se rendent compte. Par exemple, un atelier facilité d'intelligence collective, un forum ouvert, un truc comme ça, un truc qui est efficace, qui montre qu'on peut produire quelque chose en groupe assez rapidement et de l'intérêt de fonctionner en groupe, pour détendre les gens sur le fait que ah oui, ok, c'est possible en collectif. Je peux me laisser aller dans le collectif en fait. Il y a une notion de je peux faire confiance au groupe pour qu'on se porte tous ensemble. Il y a une sorte de lâcher prise là-dedans qui est pas toujours évident. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner là-dessus? Est-ce que vous, dans vos expériences et vos organisations respectives, vous avez réussi à trouver un temps justement pour aligner ces valeurs communes? Non, on pourrait y revenir après ou n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Fabienne, du coup? Oui, moi j'avais une question, c'était est-ce que vous avez rencontré des difficultés au sein de l'organisation et c'est ça qui vous a fait basculer en fait sur le dernier modèle, on va dire, la dernière mouture en fait de la gouvernance? Oui, tout à fait. En fait, on est arrivé à un stade où il y a une personne de l'organisation qui a fait un burn-out. C'était pas associé en fait à ce qu'on. Enfin, c'était associé à l'engagement qu'elle mettait dans le collectif, mais elle mettait aussi plein d'engagements partout ailleurs et elle voyageait à plein d'endroits. Enfin, elle faisait plein de choses en même temps. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de projets qu'elle portait, donc de choses où justement elle lançait beaucoup de choses comme ça, et on était tous à se projeter sur tout ce qu'on pourrait faire d'une certaine manière. Et du coup, ça, au bout d'un moment, ça a généré une espèce de lourdeur en se disant ah mais on avait 25 000 sujets en même temps, tous les projets qui sont définis sur le board, en fait, on en avait peut-être, je sais pas, une quinzaine en plus, avec le même nombre de personnes. Et au bout d'un moment, il y avait une notion de lourdeur. Tout le monde sentait cette lourdeur de pas réussir à avancer, de pas réussir à faire des trucs, du coup, de se retrouver avec beaucoup trop de réunions, etc. Et donc, il y a eu une volonté de dire, bon, il faut qu'on nettoie un peu tout ça, il faut qu'on allège tout ça. En l'occurrence, c'est parti dans la direction d'enlever les redevabilités. Moi, pareil, j'aurais pas forcément été d'accord avec ça. Mais c'est parti dans cette direction-là, puis finalement c'est plutôt positif. Mais oui, la raison c'était on avait construit un système trop lourd par rapport au collectif et à l'énergie du collectif. Béatrice? Oui, c'est une question qui est en lien avec ce que tu viens de dire. Je vois mal comment on peut fonctionner, comment des rôles peuvent fonctionner sans redevabilité, en fait. Et tu dis que votre solution, ça a été d'enlever des redevabilités, mais moi, j'aurais plutôt enlevé des projets que des redevabilités. Pareil. Mais on a enlevé les redevabilités, mais on a gardé la raison d'être. C'est-à-dire que Oui. la raison d'être, elle est quand même importante. C'est-à-dire que des choses comme qu'est-ce que je pourrais trouver comme raison d'être? Mutualisation de projet, les accompagnateurs et accompagnatrices sont des outils qui facilitent le déploiement de leurs projets, ils apprennent ensemble sur leurs projets et entre projets. Et donc là, ça laisse place aussi à la créativité de la personne de dire moi, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de creuser ça. Et de toute façon, il y a une forme d'inertie aussi, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont en cours et les gens sont pas cons. Hein. Quand il y a déjà quelque chose en place, ils vont pas tout bousculer du jour au lendemain, tout jeter dans tous les sens. Et si c'est suffisamment clair, si l'information est au milieu, s'il y a déjà des processus, ils vont commencer par respecter ça, voir comment ils peuvent les adapter et aussi prendre soin de leur énergie à eux pour pas repartir de zéro à chaque fois. Et des fois, si ça crée des grosses tensions et qu'il y a quelqu'un qui a vraiment l'énergie de se relancer sur un projet complètement nouveau pour retransformer tout un pan de l'association, pourquoi pas? Il y a des groupes projets aussi qui se lancent des fois. Un groupe de travail qui se dit venez, on travaille sur ce truc-là, puis ils reviennent avec une proposition à faire au collectif. Je peux reposer une question? Je crois que normalement, il y a une limite de 2 questions par personne. Non, Ok. Non, je rigolais. Oui, je voulais vous poser une question. C'est en fait, si j'ai bien compris, il y a un rôle, une personne. C'est pas un rôle, un cercle. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend des rôles, ça dépend des choses. C'est aussi possible de définir des rôles que tout le monde va énergiser.
Par exemple, il peut y avoir un rôle prendre soin du nous. Prendre soin du nous, peut-être que dès qu'on est membre de Solucratie, on a une redevabilité qui va avec, en disant de toute façon, il faut que je respecte le cadre, il faut que je respecte toutes ces choses-là. Et donc, ça dépend des trucs. Des fois, il y a des rôles où il y a plein de gens qui sont motivés, donc ils se débrouillent, ils s'organisent comme ils veulent. Des fois, il n'y a qu'une personne. Typiquement, sur la comptabilité, il n'y a que Fred qui est dessus, et moi, je lui file un coup de main, mais voilà, les gens se battent pas. Ça, celle-là, pareil. Magali, je te laisse poser ta question. Oui, c'est la question, c'est est-ce que vous avez fait ça tout seul ou vous avez été accompagné pour réaliser ce changement en interne? Pour le changement en interne, on n'a pas été accompagné. Là, récemment, on a fait une formation avec Yvan Chalenberger de présence active pour la gestion des tensions. Parce qu'on voulait être sûr de pas faire n'importe quoi. Puis on avait l'impression d'avoir besoin d'être un peu plus clair sur tout ça. Mais sinon, au niveau de la gouvernance, on n'a rien fait. Moi, j'avais fait une formation avec Jean-Luc Christin sur la gouvernance cellulaire, justement, pour déployer ça dans les organisations. Et puis on a pas mal quand tu veux le MOOC de l'UDN, etc. Donc, on a tous une certaine culture à ce niveau-là. Et vu qu'on travaille aussi dans la concertation, donc on va agir sur les territoires, essayer de prendre soin des habitants et tout, on a déjà un peu cette sensibilité. Il y a pas mal d'outils et de choses qui sont utiles aussi en interne. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à présent, ou des interrogations, vous, par rapport à vos différents parcours, vos différents cheminements? Oui, j'ai une petite question. Je remercie les personnes et notamment Yannick qui m'a envoyé des éléments complémentaires. Et justement, comme j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur ça, en quelques mots, si c'est faisable, sinon c'est pas grave. La différence entre gouvernance organique ou cellulaire, ou qu'est-ce qu'une gouvernance cellulaire en quelques mots au final? Alors la gouvernance organique, c'est quand même particulier, c'est beaucoup plus axé sur sur une espèce de développement personnel d'une certaine manière et d'écoute de soi. Et il y a vraiment une notion de... Enfin, pour moi, ça me paraît plus difficile à mettre en œuvre, mais j'ai pas fait la formation gouvernance organique, mais c'est parce que ça nécessite d'avoir fait un petit peu de méditation avant chaque réunion presque. Donc déjà dans un état où on s'est séparé de l'émotionnel, et après il y a tout le côté de vraiment aller travailler au fond les tensions, et limite on arrête la réunion si on arrête la réunion et on traite la tension des gens dès que ça émerge, dès qu'il y a quelque chose, on part dessus. Tandis que la gouvernance cellulaire, c'est plus en termes de structure, de questions à se poser, de cadres qu'on pose, de trucs à définir, etc. Et il y a 2-3 outils qui sont super intéressants, comme le positionnement éthique, par exemple, où du coup on se dit, là, il y a un sujet qui est important pour le groupe. Typiquement, nous, on s'est fait un positionnement éthique sur la vaccination pendant la période Covid, en disant, collectivement, comment on se sent par rapport à ça, quand il faut aller animer des ateliers, des trucs dans le style, quand on fait des ateliers avec des habitants, comment on se positionne collectivement sur ce sujet-là. Et c'est des choses qui sont importantes pour ça fait garder un peu... Mais comment se passe la prise de décision globalement sur une gouvernance cellulaire? Alors, ça dépend des contextes, ça dépend de ce qu'on veut faire. Généralement, on prend les décisions en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on va en discuter un peu. Des fois, on va se dire, ça, c'est une décision qui est un petit peu plus difficile. Alors, peut-être qu'on va faire une gestion par consentement avec un processus beaucoup plus cadré. D'accord. Non, pardon, je dis oui, ok, pardon. Ah, non, des fois, ça va être des trucs. On a, justement, il y a Judith qui a créé un outil pour le positionnement éthique où on va commencer par voir où est-ce que chacun se positionne. Après, chacun va donner son avis. Ensuite, on va regarder si ça a bougé pour nous, etc. Enfin, il y a différents trucs, mais tous les outils de base, élection sans candidat, gouvernance, gestion par consentement, pardon, tous ces trucs-là, ça marche, quoi. Nous, on prend un peu tout ce qui... Voilà. Dès qu'on voit un truc qui est rigolo, on teste aussi, quoi. Ok, merci. On a le temps pour une dernière remarque ou commentaire ou question, parce qu'il va bientôt être l'heure de rejoindre la plénière. Je voulais juste rebondir sur la question de comment sont prises les décisions.
c'est quelque chose que vous avez cadré justement dans un document, tel type de décision, on ne le prend pas consentement, tel autre type par en jugement majoritaire. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est cadré? Alors, on essaye pour les réunions de cœur, avec le petit feu au milieu, là, on essaye juste de s'assurer qu'au moment de prendre la décision, on a toutes les infos qu'il faut. Donc, que la personne qui amène le sujet ait préparé un minimum son sujet pour qu'on puisse décider. Après, ça va dépendre si s'il y a une décision à prendre, si c'est un besoin d'aide, si c'est une tension, si c'est des trucs comme ça. Et on essaie de se débrouiller un maximum pour que les gens qui amènent le sujet soient responsables du sujet. Donc, en disant, j'amène quelque chose, quel est le besoin qui va avec? Est-ce qu'il y a besoin qu'on le traite tous ensemble? Est-ce que c'est juste pour nous donner l'info? Est-ce qu'il y a besoin d'une permission? Est-ce qu'il y a besoin d'un budget? Est-ce qu'il y a besoin de... Et en fait, que la personne vienne avec de quoi j'ai besoin et collectivement, on décide si oui, non, peut-être, etc. Et généralement, ça se passe assez bien comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'on est plus intelligent que les autres ou si c'est juste... Mais voilà. Jusqu'ici, ça se passe bien. En se faisant confiance et en gardant cette tension et cette confiance les uns dans les autres, que si jamais il y a une tension, elle va être entendue et le groupe va l'accueillir, généralement, ça suffit. Mais ça nécessite quand même d'être bien vigilant là-dessus. Ok, on va s'arrêter là pour les échanges. Du coup, il est l'heure. Je vais vous juste proposer de basculer une dernière fois sur le klaxon pour le mot de la fin, votre mot de la fin, du coup, pour cet atelier. Et là, il faut double-cliquer. Je partage mon écran ici. Et là, vous pouvez mettre le mot de la fin, votre mot de la fin pour cet atelier. Et on se dira au revoir là. Et du coup, je vous dis vraiment un grand merci pour la richesse de ces échanges et puis Yannick, toi aussi, pour ta participation. Est-ce que tu veux dire un dernier mot de ton côté? Merci d'être là, ça fait toujours plaisir de pouvoir en parler pendant des heures. Et voilà, du coup, on espère que ça a répondu à vos attentes. On a les premiers mots: lessivé, expérimenté, concret, salucratie, recul, concrète, inspirant, plaisir, ah chouette, expertise. Ok, eh bien, écoutez, vos mots vont rester en tout cas sur le klaxon et je vous propose de rebasculer en plénière, mais en tout cas, très bonne fin de journée et puis bon cheminement pour la suite. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.